Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons faire le QCM de l'examen de septembre 2017. Comme d'habitude, ça va être résolu par plusieurs personnes. Je vais commencer, je vais faire le 1, le 2 et le 3, et mes collègues vont continuer avec les autres sous-questions. Donc le 1, qu'est-ce qu'on a? On a un canon, initialement, qui est sur le sol, et après un certain moment, ce canon va lâcher un obus. De ce canon va sortir un obus. Ce qu'on sait, ce sont les vitesses, c'est ce qu'on connaît, c'est la vitesse du recul du canon. Il va reculer avec une certaine vitesse grand V, tandis que l'obus, lui, va décoller, va partir avec une certaine vitesse petit v, oblique. On peut directement trouver sa vitesse horizontale, donc sa vitesse par rapport à l'axe x, qui elle sera v cos alpha, avec alpha l'angle de lancer. Et donc ça c'est. Par contre, ça ce qu'on sait, c'est que c'est la vitesse relative. Ça, ce qu'on peut appeler la vitesse relative au canon. Voilà. Okay, c'est bon. Et ce que demande de l'énoncé, c'est de trouver grand V, donc la vitesse de recul du canon. Comment est-ce qu'on va trouver ça? On va appliquer la règle de conservation du moment, la quantité de moment. De mouvement. Donc la conservation de la quantité de mouvement. Initialement, tout est au repos, donc il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de quantité de mouvement. Donc à la fin, ce qu'il doit avoir, c'est que la quantité de mouvement du canon et plus la quantité de mouvement du petit boulet doivent aussi s'annuler. Regardez cette conservation. Autrement dit, la somme des moments qui sont égales à m fois v va être égale à 0. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le canon, dont la masse c'est grand M, dans l'énoncé, et on a le petit boulet, dont la masse c'est petit m. C'est aussi dit dans l'énoncé. Par conséquent, si on utilise cette formule, on aura grand M, la masse du canon, fois V canon, pour l'instant je vais le noter comme ça, plus petit m, la masse du boulet, fois V boulet, et ça doit être égal à 0. Donc maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient remplacer les différents trucs, et qu'on connaît les différentes valeurs. On aura donc grand M, la masse, fois V, la vitesse du canon, donc tout est horizontal en fait ici, parce que le recul est horizontal, donc on va s'intéresser juste aux vitesses horizontales. La vitesse du canon, c'est grand V, mais elle va vers l'arrière, donc ça va devenir moins grand V, plus, donc M, la masse de notre petit boulet, fois sa vitesse. Cependant, sa vitesse, ce qu'on veut, c'est la vitesse du boulet, donc la vitesse totale du boulet. Et ce qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est la vitesse relative par rapport au canon. Donc si on veut sa vitesse totale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc V boulet, donc la vitesse totale du boulet, va être égale à sa vitesse relative, donc V fois cos alpha, okay, plus la vitesse du canon, parce que c'est la vitesse relative au canon. Donc c'est comme si vous couriez sur un tapis roulant qui lui a déjà une certaine vitesse. Vous courriez dans un train. Le train a une vitesse, mais vous avez une vitesse par rapport au train. Pour avoir votre vitesse totale, vous devez additionner les deux. Donc ça va faire V, la vitesse du boulet, plus la vitesse du canon. V, canon. Et tout ça doit être égal à 0. Donc si on remet tout comme il faut, ça va nous donner M moins MV, moins grand M fois grand V, plus petit m fois V cos alpha. La vitesse du canon, on a déjà trouvé avant, c'était mon grand V, moins grand V, est égal à 0. Donc ici, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'isoler grand V, ce que je vais faire directement.
ça fait moins grand M V plus M V cos alpha moins petit m V égale à 0. Je mets ça à droite, puis j'isole V, grand V, et ça me donne directement M V cos alpha sur grand M plus petit m est égal à grand V. Autrement dit, la vitesse du recul du canon. Avec ça, on trouve la vitesse avec laquelle le canon va reculer une fois qu'il aura lancé le petit boulet. Pour la sous-question numéro 2 du QCM, ce qu'on nous dit, c'est qu'on lance un ballon et que sa trajectoire est parabolique. Et on nous donne un ensemble d'énoncés qu'on a checké parmi... Pour la sous-question 2, ce qui se passe, c'est qu'on va lancer un ballon, et ce ballon va avoir une trajectoire parabolique. Et dans les sous-questions, vous devez trouver laquelle est vraie. Donc on va d'abord regarder l'énoncé. L'énoncé nous dit qu'on lance un ballon et sa trajectoire est parabolique. Ça, si vous avez fait suffisamment d'exercices de TP, vous savez que ça signifie quoi? Vous avez un petit bonhomme, il va lancer son ballon, il va atterrir plus loin. Sa trajectoire, elle, va être totalement parabolique. En noir, c'est sa trajectoire. Son vecteur vitesse va toujours être tangent, donc ça va faire quelque chose comme ça, à chaque fois, à chaque instant, avec au-dessus un vecteur vitesse parfaitement horizontal. Voilà. Vous savez, si vous faites l'exercice, que la seule force qui va agir, en fait, c'est pour avoir une trajectoire horizontale, c'est la gravité. Donc ça va être la seule force qui va agir. Autrement dit, l'accélération, ça c'est la gravité, la seule force qui agit, et l'accélération verticale va aussi être égale à G. A qui est égal à G. Voilà. Avec votre vitesse V, en rouge, tout le long du trajet. Donc avec ça, on a tout ce qu'il faut pour résoudre la question. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a ça, on peut écrire nos équations de vitesse et d'accélération. Donc V de x, ça va simplement être égal à V0x, donc la vitesse initiale de lancer horizontale, donc la vitesse qu'a le ballon initialement lorsqu'il est lancé. Tandis que Vy, ça va être égal à V0y moins G de t. G étant la constante de gravité, donc 10 qu'on va arrondir ici, t le temps, et V0y la vitesse avec laquelle le ballon est lancé verticalement. Ça, c'est ce qui est pour la vitesse. Et ce qui est pour l'accélération, on a donc que A de x est égal à 0, il n'y a rien, il n'y a aucune accélération horizontale, tandis que A de y est égal à moins g. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour savoir ce qui se passe, pour connaître quelles sont les propositions vraies. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la seule force qui agit, c'est la gravité, donc c'est G. Autrement dit, la force qui agit est purement verticale, et plus précisément orientée vers le bas, tandis que la vitesse change avec le temps. Et plus précisément, c'est sa composante verticale qui change avec le temps. Sa composante horizontale, elle va rester le même. Donc avec ces deux affirmations-là, on peut résoudre l'énoncé. Pourquoi? Parce que ces deux affirmations-là viennent nous dire que la proposition A, B, C et D sont fausses. Parce que ça, ce sont les propositions qui nous disent que 1. La force est orientée comme la vitesse, ou que la force est orientée comme la vitesse, mais avec un signe moins, ou qu'il n'y a pas simplement de force, et tout ça c'est faux. Ce qui va nous laisser comme seule proposition vraie, la E, qui nous dit que les frottements sont négligés. Pour la sous-question 4, qu'est-ce que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit qu'on a un certain phénomène qui va se reproduire toutes les 4 secondes. Qu'est-ce que nous dit? J'ai écrit. On a un phénomène, une action, si vous voulez, qui se reproduit
les 4 secondes. Chaque 4 secondes. C'est la clé. Et avec cette info, on nous demande de trouver sa fréquence. Donc, F. Donc sa fréquence. Qu'on va noter F. C'est ça qu'on cherche. Comment est-ce qu'on calcule la fréquence? La fréquence, c'est tout simplement F, dans notre cas, ça va être égal à 1, donc à l'inverse, à 1 sur T, donc à l'inverse de la période. Donc la fréquence, c'est ce que je vais mettre en rouge. C'est l'inverse de la période. Et qu'est-ce que c'est la période? Ou T, comme j'ai noté ici. La période, c'est le temps qu'il faut pour qu'une action se reproduise parfaitement. Autrement dit, la période, c'est exactement ce que nous donne l'énoncé. Ceci, c'est la période. Donc je répète, la période, notée T, c'est le temps qu'il faut pour qu'une action se répète parfaitement. Donc c'est ce que nous a donné l'énoncé. On peut trouver directement la fréquence. Donc la fréquence qui est l'inverse de la période, qui est 1, ce qui est égal à 1 sur T mathématiquement, ça va nous donner 1 sur 4. Et ça fait 0,25. Maintenant, c'est une question d'unité, parce qu'on a deux propositions qui valent 0,25. Quelles sont les unités de la fréquence? Comme je l'ai dit, c'est 1 sur la période. Or, la période, c'est en temps, c'est en secondes. La période, c'est le temps qu'il faut pour que l'action se reproduise. Autrement dit, son unité de la période, c'est secondes. Et comme la fréquence, c'est l'inverse de la période, si vous voulez, si je veux mettre des unités, ça va être égal à 1 sur 4 secondes. Autrement dit, ça va faire 0,25 comme unité en 1 sur seconde. Okay. Et ça nous donne la proposition A. Voilà. Alors ensuite, pour la question 4 des choix multiples de cet examen, la question 4 concerne une patineuse qui écarte les deux bras et tourne sur elle-même. Donc comme d'habitude, on va faire un petit dessin. On a notre patineuse ici. Hop. Et elle écarte les deux bras avec les mains comme ça et elle tourne sur elle-même. Okay. On pourrait le voir de dessus. On aurait sa tête ici, le tronc et les deux bras comme ça avec les mains. Et les deux mains effectuent évidemment un mouvement circulaire, a priori uniforme, avec une vitesse dans ce sens-là. Et on nous demande quelles sont les affirmations qui sont vraies. Alors la première, c'est les mains de la patineuse ne sont soumises à aucune accélération. Alors a priori c'est faux puisque les mains font un mouvement circulaire et donc il faut une force qui les ramène vers le centre, une force centripète et une accélération centripète. Et donc il doit y avoir une accélération qui s'applique sur les mains. Plus généralement, on ne le précise pas, mais on suppose que la patinoire est sur Terre, et donc déjà, ses mains sont soumises à l'accélération de la gravité. Donc la question A est fausse. Deuxièmement, les mains de la patineuse sont soumises à une accélération dont la norme est constante. Alors ça, il se fait que c'est vrai, puisqu'en fait, la patineuse tourne à vitesse constante, et donc vous savez dans les formules du mouvement circulaire uniforme, que lorsqu'il y a une rotation à vitesse constante, on a une accélération de norme constante orientée vers le centre. Et donc notre accélération, dans ce cas-ci, elle serait orientée vers le centre, ici, avec la vitesse qui est ici. Donc, troisième proposition, l'accélération, les mains de la patineuse sont soumises à une accélération constante. Attention, c'est sur cette proposition-là que vous pourriez vous tromper. L'accélération est constante en norme, mais elle n'est pas du tout constante dans l'absolu, puisque c'est un vecteur qui tourne. Et donc, si vous, par exemple, vous exprimez les deux composantes de l'accélération dans un repère, par exemple x, y, eh bien, vous verriez qu'un peu plus tard dans la rotation, les mains pourraient se trouver, je vais prendre la couleur, les mains pourraient se trouver ici, donc un peu plus loin. Et alors là, on aurait l'accélération qui serait orientée dans cette direction-là. Et là, vous voyez bien que cette accélération n'est pas la même que celle-là. Elle a la même norme, mais elle a changé d'orientation, et donc on ne peut pas strictement parler d'une accélération constante en termes vectoriels. Donc c'est là l'astuce, c'est entre le point B et le point C principalement.
La troisième proposition, c'est la vitesse des mains est identique à celle des parties du corps proches de l'axe, car le mouvement est uniforme. Alors attention, on parle d'un mouvement circulaire uniforme, ça ne veut pas dire que tous les points que l'on considère dans l'exercice se déplacent à la même vitesse. C'est l'aspect circulaire qui est uniforme, donc ça veut dire que la vitesse angulaire de la patineuse est uniforme, c'est-à-dire qu'elle n'évolue pas dans le temps. Mais par contre, on a bien que si ça c'est la vitesse à l'extrémité de la main, eh bien forcément la vitesse linéaire, on va dire, du coude sera ici, elle est plus petite en norme, et en termes de vitesse absolue, le centre de la patineuse, donc son centre de gravité, aura une vitesse nulle. Donc la vitesse n'est pas constante, et donc pas uniforme. Et la dernière proposition, c'est un mouvement circulaire ne peut être uniforme. C'est un peu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que quand on parle d'un mouvement circulaire uniforme, on parle principalement du fait qu'on a une rotation angulaire qui est constante dans le temps, et non pas du fait que chaque point se déplacerait à une vitesse uniforme dans l'espace. Donc la proposition E est fausse aussi, et donc c'était bien la proposition B. Alors, pour la question 5 du QCM de cet examen, on nous demande de calculer le travail effectué par la force du vent sur un voilier, enfin sur la voile d'une planche de surf. Donc comme d'habitude, on va réaliser un dessin. Alors on pourrait tenter de le réaliser vu de côté, avec une voile comme ça, le vent qui souffle ici, et qui donc génère une force de 200 newtons sur la voile du bateau. C'est plus facile de le voir vu de dessus, donc on pourrait réaliser le même dessin vu de dessus. On a le bateau, je ne vais pas représenter la voile, peu importe. Ce qu'on nous dit et qui est important, c'est que la force de 200 newtons s'applique. Donc cette force de 200 newtons va provoquer une vitesse vers l'avant, le bateau va avancer. Attention, cette flèche ici n'est pas une force, c'est une vitesse. Donc une vitesse dont la norme est V égale 10 mètres par seconde. Et on nous dit que le vent souffle avec une orientation de 60 degrés par rapport à cette vitesse. Donc ça veut dire que en fait, la force de 200 newtons va s'appliquer, si je la représente en vert, la force de 200 newtons va s'appliquer comme ça. On aura 200 newtons ici, force F. Et on nous demande quelle est la puissance du vent, la puissance, donc la puissance du vent sur le bateau, donc autrement dit, quel est le travail par seconde qui est effectué par le vent. Alors la puissance, on sait que c'est la force multipliée par la vitesse, mais attention, comme les deux sont vectoriels, il faut en plus, c'est un produit scalaire, il faut en plus ajouter le cosinus de l'angle entre les deux, donc il faut projeter la force dans la direction de la vitesse. Pour faire cette projection, il faut multiplier par un cosinus dans l'histoire. Si on a un angle phi ici, qui vaut 60 degrés, on sait que cosinus phi, angle remarquable, vaut 1,5. Et donc on a une puissance, P, qui vaut la norme de la force, c'est-à-dire 200 newtons, fois la norme de la vitesse, 10 mètres par seconde, fois le cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire 1,5. Et donc ça donne 1000 watts, qui est la proposition C. Alors, dans la question 6 des QCM de cet examen, c'est un énoncé assez long, je le lis en même temps que vous. On veut comparer le travail requis pour déplacer une masse M d'un point A à un autre point quelconque C, en choisissant deux trajets différents. Donc une force n'agit sur la masse, à l'exception de la force de gravité mg. Et là, le professeur décrit les deux trajets différents, et il nous demande de comparer les deux trajets. Il nous conseille aussi de faire un dessin, donc ça on le sait bien, on fait à chaque fois un dessin. Et donc on a la situation suivante. On a un point A, on a un point C, ici par exemple, et on nous dit que le premier trajet, c'est un trajet qui monte verticalement jusqu'à un point B, et puis qui se déplace horizontalement jusqu'au point C. Attention, les flèches que je représente ici ne sont pas des forces, c'est juste simplement des déplacements.
Et la deuxième proposition, alors il nous dit aussi qu'il le fait rapidement. La deuxième proposition, c'est un déplacement qui irait directement de A à C, et il nous précise en plus que ce déplacement-là serait plutôt lent. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est ce que le professeur veut vous faire dire par cette question, et on sent bien qu'il nous dit qu'il n'y a pas de force de frottement, que la seule force qui s'applique sur la masse, c'est la gravité. Donc en fait, ce qu'il veut vous faire dire, c'est que la seule chose qui compte quand on se déplace dans le champ de la gravité, quand on se déplace dans un espace soumis avec pour seule force la gravité, ce qui compte, c'est la hauteur. Donc, ce qui va déterminer le travail requis pour déplacer un objet de masse m de ici jusque là, quel que soit le chemin qu'on emprunte, ce qui va compter, en gros, c'est l'accroissement d'énergie potentielle et rien d'autre. Et donc, ce qui va surtout compter, c'est la distance h ici. Or, pour les deux déplacements, que ce soit le déplacement rouge ou le déplacement vert, la hauteur, l'augmentation de hauteur est la même. Et donc, les deux travaux réalisés dans ce cas-ci sont les mêmes. Et donc, on est bien sur la première proposition, la proposition A, qui nous dit que le travail 1 est égal au travail 2. Alors, pour la question 7, on me dit que j'ai un petit bloc qui est dans un cylindre qui tourne sur lui-même avec une certaine vitesse oméga, le cylindre étant de rayon R, et on me demande quelle est la relation vraie, sachant que, quelle est la relation qui sera vraie au moment où le bloc va commencer à glisser. On nous précise également que le coefficient de frottement statique entre le petit bloc et l'intérieur de mon cylindre vaut mu s. Alors ici on nous dit que c'est juste avant que le petit bloc commence à glisser, ça veut dire qu'on peut quand même considérer qu'on est dans une situation statique et donc qu'on est à l'équilibre. Ça va pouvoir nous aider pour notre somme des forces. D'abord on va commencer par refaire le dessin. Ici on a notre petit bloc, c'est comme un espèce de zoom, et on peut considérer en fait que si on considère une faible partie de la paroi du cylindre, qu'elle est rectiligne. Ok? Je veux dessiner les forces qui s'appliquent sur mon bloc, c'est-à-dire la force poids, mg, la force de frottement ici, F, et aussi la force normale, N. Et je sais donc, je peux quand même renoter les données géométriques de mon rayon, et je sais que j'ai un angle d'inclinaison θ. Ok? Alors, en fait, comme jusqu'ici mon bloc, il suit la trajectoire du cylindre, je peux dire que mon bloc a effectivement, juste avant de glisser, toujours une trajectoire, un mouvement circulaire uniforme. Et donc, ça implique que forcément, eh bien, sur ce bloc, il y a une certaine accélération centripète qui s'applique. A. Ok? Eh bien, pour déterminer quelle est la relation qui est la bonne, je vais simplement faire une somme des forces, et une somme des forces dans deux directions, en x et y, en définissant mon repère xy comme orienté selon le petit bout de la paroi du cylindre que je considère comme plane. X, Y. Ok? Alors, si je fais la somme des forces dans la direction Y, je sais que j'aurai la normale et une composante de la force poids, et que ça ce sera égal normalement à l'accélération centripète multipliée par la masse de mon bloc. Alors, je peux écrire que la masse de mon bloc fois la norme de l'accélération centripète est égale à, eh bien, la normale moins la norme de la composante ici de ma force poids. Comment est-ce que je peux la déterminer? Eh bien, je sais que si je prolonge encore ici, j'ai un angle θ et ce que je cherche ici, ça va être la composante selon Y
de ma force poids, c'est-à-dire ici la longueur qui est là, dans mon petit triangle, sachant que j'ai un angle θ ici. Eh bien, je sais que du coup, comme ici, c'est le côté adjacent par rapport à mon angle qui m'intéresse, je sais que c'est le cosinus qui intervient, et j'aurai donc moins mg cos θ. Ensuite, je peux me souvenir ici que mon accélération centripète, eh bien, elle est donnée par v carré sur r, c'est-à-dire oméga carré r. Parce que oméga r est égal à v. Ok? Je peux donc remplacer ici aussi, pour injecter ici, hop, m oméga carré r est égal à n moins mg cosinus de θ. Ça, c'est mon équation somme des forces selon y. Eh bien, je peux réécrire une équation similaire dans la direction x, faire la somme des forces. Et dans la direction x, eh bien, quelles sont les forces? La force de frottement et la composante en x de la force poids. Comme je suis dans un équilibre statique et que mon bloc suit la paroi, eh bien, il ne se déplace pas par rapport à la paroi, il n'y a pas d'accélération. Et donc, la somme des forces sera égale à 0. Je peux donc écrire, ici on précise qu'on a fait la somme des forces en y, et là, si je fais la somme des forces en x, eh bien, j'aurai le frottement, la norme de la force de frottement, moins la composante en x de la force poids. Alors, si j'ai utilisé ici le sinus pour ce côté-là, c'est que pour ce côté-là, c'est forcément le sinus, moins mg sinus θ égale à 0. Mais je me souviens de la formule de la force de frottement qui est, eh bien, je peux dire F est égal à mu S fois la norme de la force normale. Et j'ai donc deux équations ici, avec d'abord N moins mg sin θ égale à 0 et m oméga carré r est égal à n moins mg cos θ. Ce sont mes deux équations. Pardon, ici, mu s, hein, bien sûr, on n'oublie pas le mu s, c'est capital. Je peux isoler n dans la seconde équation. Alors, je renote la première. Mu s n égale mg sin θ. Et ici, je sais que n, si je fais passer ça de l'autre côté, eh bien n est égal à m oméga carré r plus mg cos θ. Si je réinjecte n dans ma première équation, eh bien je vais trouver que mu s multiplié par m oméga carré r plus mg cos θ est égal à mg sin θ. Ok? Alors maintenant, c'est toujours pas une relation que je retrouve explicitement dans mes propositions. Eh bien, si je divise l'ensemble par mg cos θ, je me retrouve avec, eh bien, mu s ici. Je divise chaque terme ici par mg cos θ, et donc m oméga carré r sur mg cos θ, les deux m vont simplifier, je peux simplement réécrire oméga carré r sur g cos θ, plus, alors forcément mg cos θ sur mg cos θ, ça me donne 1, est égal à mg sin θ sur mg cos θ, les deux mg se simplifient, et j'ai sin θ sur cos θ, c'est-à-dire tangente de θ. J'ai pu établir donc la relation qui est juste avant que le bloc ne commence à glisser, et cela correspond à la réponse E. Pour la question 8,
on me dit que les normes de la vitesse et de l'accélération d'un point matériel sont constantes au cours du temps et non nulles. Alors, avant de me jeter un peu sur les réponses possibles, il faut réfléchir à ce que ça veut dire, est-ce que ça a un sens? Alors, on me dit que les normes de la vitesse et de l'accélération sont constantes. Si la norme de la vitesse reste tout le temps la même, ça veut dire qu'elle n'augmente pas et ne diminue pas, mais que j'ai quand même une accélération, la seule chose possible, en fait, c'est que du coup, ma vitesse change de direction. Elle va changer de direction de manière uniforme. Ça veut dire que son changement de direction est constant au cours du temps, puisqu'on dit que l'accélération est constante. Et ça, si je me souviens, eh bien, ça correspond à un mouvement circulaire uniforme. Parce qu'effectivement, si mon point matériel, il fait une trajectoire circulaire, eh bien, il a bien une vitesse qui est toujours tangente à la trajectoire dont la norme est constante, v, et une accélération qui est toujours la même et qui est, elle, perpendiculaire à la trajectoire et qui est dans la direction du centre, l'accélération centripète. Et en fait, la norme de la vitesse ne va jamais changer, mais sa direction va changer au fur et à mesure, parce qu'une fois que mon point sera ici, eh bien, sa vitesse sera dans une autre direction, mais elle aura toujours la même norme, et son accélération, elle, sera toujours dans la même direction également. Donc, on peut passer en revue les propositions. Alors, A, un mouvement rectiligne uniforme. Alors non, parce que si c'était un mouvement rectiligne, et que l'accélération était constante, eh bien, la norme de la vitesse augmenterait. Ça ne peut pas donc être la réponse A. Alors B, un mouvement circulaire uniforme, eh bien oui, en fait, c'est ça la bonne réponse. Comme on a réfléchi un petit peu avant, on a déterminé que le plus logique serait ça, et c'est effectivement ce qu'on retrouve dans les réponses. Pour la C, un mouvement rectiligne uniformément circulaire. Alors ça, c'est un peu comme unis testibus pluris manem. Ça sonne bien, mais en fait, ça veut strictement rien dire. Quand on regarde la réponse D, un mouvement circulaire non uniforme, c'est un mouvement qui pourrait a priori exister, mais on n'a pas vu ça du tout dans le cours, donc il y a peu de chances que ce soit la réponse. On dit qu'il y a un mouvement pour la réponse rectiligne uniformément accéléré, eh bien non, ce n'est pas ça non plus, parce qu'on voit bien que la vitesse, elle, ne change pas, et donc on ne peut pas dire que c'est uniformément accéléré. Alors dans cet exercice, on nous parle d'un certain objet qui effectue un mouvement circulaire, et on nous dit qu'afin de maintenir ce mouvement circulaire, eh bien, il faut appliquer une force F que nous allons calculer ensemble. Alors en plus de ça, il y a plusieurs données qui vous sont données eh bien, dans l'énoncé de l'exercice que nous allons utiliser, notamment le rayon, la masse de notre petit objet et sa vitesse. Alors, on a ici une accélération, donc on sait qu'en fait, la formule que nous allons devoir utiliser est la troisième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération de notre petit objet. Alors, quelle est cette accélération? Alors, on sait qu'on peut lier cette accélération à certains paramètres de notre mouvement circulaire, donc notre cercle. On sait notamment qu'en fait, l'accélération peut être écrite comme R fois oméga carré, où oméga est exprimé en radians par seconde et à la vitesse en fait à laquelle à la vitesse angulaire de notre objet. Et on sait également que eh bien, oméga est égal à la vitesse divisé par r, où la vitesse en fait est la vitesse linéaire de cet objet et r le rayon du cercle. Donc, simplement, avec ces deux équations, nous allons les injecter dans la troisième loi de Newton et calculer la force qui est demandée. Donc, je sais que cette force F est égale à m fois mon accélération, donc m fois r fois oméga carré. Or, moi, c'est ma vitesse que je connais, donc je dois remplacer ce oméga carré par du v sur r, ce qui me donne en fait m fois r fois v carré sur r carré. Et donc, ce qui fait que j'ai m fois v carré divisé par r. Et une fois que j'ai cette expression relativement simple, eh bien, je peux remplacer avec les données de mon problème. Donc ma masse, 1000 kg, fois ma vitesse qui est bien dans les unités du système international, donc ça me fait 100 au carré. Le rayon est égal à 1 km, donc 1000 mètres. Et 1000 divisé par 1000, ça simplifie. 100 au carré, ça me donne 10 000. Et donc, j'ai une force de 10 000 newtons à appliquer afin eh bien, que mon objet conserve cette
ce mouvement circulaire uniforme. Et donc, c'est ici la réponse numéro D qu'il fallait cocher. Alors, dans cette dernière question de l'examen, on s'intéresse aux unités de la puissance. Alors, pour faire ça, eh bien, nous allons décomposer la puissance et ensuite s'intéresser aux unités. Donc, nous savons qu'une puissance, en fait, c'est une énergie sur un certain intervalle de temps. Donc, une puissance, c'est une énergie qui est exprimée en joules. Une énergie, c'est toujours exprimée en joules, divisée par un intervalle de temps. Alors, les joules ne sont pas dans le système international, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est décomposer cette unité joule dans plusieurs unités du système international. Comment est-ce qu'on fait ça? On sait eh bien, que dans le cours, on a utilisé plein d'énergies, par exemple l'énergie cinétique, et cette énergie cinétique est égale à mv carré sur 2. Alors, quelles sont les unités correspondantes? Pour la masse, on a des kilos, et pour une vitesse, on a des mètres par seconde, donc des kilos fois des mètres au carré par des secondes au carré. Et donc, si je remplace cette unité en fait qui est dans le SI sont des joules, eh bien j'ai que les unités de watts, les unités de ma puissance qui en fait sont des watts, eh bien sont des kilos fois des mètres carrés divisé par des secondes au cube. Alors kilos fois des mètres carrés divisé par des secondes au cube. Alors, quand je regarde les réponses qui sont possibles, eh bien, je vois directement que la réponse A et la réponse B sont totalement fausses. Alors, concernant la réponse D, je vois des joules fois des mètres fois des secondes au carré. Or, je sais que des watts, c'est des joules par seconde, donc une énergie sur un intervalle de temps, ce qui est en fait également faux. Et finalement, pour la réponse E, j'ai des newtons fois des mètres divisé par des secondes au carré. Donc des newtons fois des mètres divisé par des secondes au carré. Alors, on va analyser un peu plus en détail ça, voir si c'est une réponse qui est plausible. Une force, on sait que c'est exprimé en newton, mais si on reprend la troisième loi de Newton, on sait que F égale à ma, et donc on peut décomposer ces fameux newtons. Donc des newtons, en fait, c'est une masse fois une accélération, donc des kilos fois des mètres par seconde au carré. Donc en fait, ça sert vraiment à rien de retenir par cœur ce que c'est que des joules dans le SI et des newtons, vu que vous voyez, avec des formules assez simples que tout le monde connaît, on sait les retrouver. Donc, je sais que en fait, cette formule, comment est-ce que je peux la réécrire? Également comme des kilos fois des mètres carrés divisé par des secondes exposant 4. Donc j'ai bien des mètres fois des mètres et des secondes carrées divisé par des secondes carrées, ce qui fait que j'obtiens ça. Et on voit qu'en fait, la réponse E n'est pas non plus bonne, et donc simplement, la réponse qui était correcte était la réponse C, qui nous dit que des watts sont exprimés en joules par seconde. Alors là, je l'avais fait, on avait commencé avec ça au début, mais on va dire que c'était un petit coup de chance. Donc voilà. Donc ceci conclut du coup l'exercice 10, mais également le QCM de cet examen de 2017. J'espère que ça a été, je vous souhaite bonne chance pour vos examens, et à la prochaine sur Radio Gazoo.